Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du lundi, le 12 mai, avec vous Iman El Aed. Commençons notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi le président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Atsina, Dr Rani Al-Mashat, ministre du Plan, du développement économique et de la coopération internationale, a assisté à la réunion. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a salué les efforts du président de la BAD au cours de son mandat qui a duré 10 ans pour renforcer le rôle de la banque et assurer le financement nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable dans les pays africains. Le président a poursuivi que l'Égypte continuera de soutenir la banque et son nouveau président. Atsina a exprimé sa grande appréciation pour le soutien continu de l'Égypte, saluant son rôle axial dans le renforcement des efforts de la banque en faveur du développement en Afrique au cours de la dernière décennie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, et le président du conseil d'administration de la compagnie d'arsenal du Suez de la mer Rouge, M. Mustafa El-Deguichi. Le président el-Sisi a été informé de l'évolution du trafic de navigation dans le canal de Suez et des efforts déployés pour maintenir le niveau des services maritimes et de navigation malgré les défis internationaux et régionaux actuels, notamment en ajoutant un ensemble de nouveaux services de navigation et en achevant les projets de développement de la voie navigale du canal. La réunion a également passé en revue les efforts visant à développer la flotte maritime de l'autorité du canal de Suez et la renforcer avec des nouvelles unités avancées pour assurer l'efficacité et la sécurité continue de la navigation et suivre le rythme du mouvement commercial mondial croissant, mettant l'accent sur la localisation des industries maritimes pour répondre aux besoins de la voie navigale du canal et de ses environs. La défense civile palestinienne a fait état ce lundi et au moins 10 morts, dont plusieurs femmes et enfants, dans une frappe aérienne israélienne nocturne contre une école abritant des déplacés à Jabalia. Dans le nord de la bande de Gaza, l'aviation militaire israélienne a ainsi mené des violents raids aériens contre la ville palestinienne de Rafah, notamment sur les régions de Zaytoun, de Shougaïa, situées à l'est de Gaza. Les frappes israéliennes surviennent alors que le mouvement palestinien Hamas a annoncé dimanche que l'otage israélo-américain Eden Alexander, seul otage vivant ayant la nationalité américaine contre-retenu à Gaza, allait être libéré à la suite de discussions avec des représentants américains. Dans un communiqué de ses services, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué lundi que cette libération attendue ne donnera pas lieu à un cessez-le-feu à Gaza et que son armée continue à contraire à y préparer une intensification des combats. L'annonce de la libération de l'otage israélo-américain Eden Alexander intervient à la veille du début de la tournée au Moyen-Orient du président américain Donald Trump, attendu du 13 à 16 mai en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar, un des médiateurs entre Israël et le Hamas en guerre Gaza depuis plus d'1 an et demi. L'annonce faite dimanche par le Hamas avait été saluée par le président américain Donald Trump. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé lundi sa dissolution et la fin de la lutte armée après plus de 4 décennies de guérilla contre l'État turc qui a fait plus de 400 000 morts. Dans un communiqué cité par l'agence pro-kurde, le Parti des travailleurs du Kurdistan considère qu'il a accompli sa mission historique et que grâce à la lutte armée, la question kurde est parvenue à un point où elle peut désormais être résolue par une politique démocratique. Il confirme que le 12e congrès du parti qui a eu lieu
la semaine passée, dans les montagnes du nord de l'Irak, a décidé de dissoudre la structure du Parti des travailleurs du Kurdistan et le mettre fin à la voie de la lutte armée, le Parti de la justice et du développement au pouvoir, de sa part salué une étape importante pour l'objectif d'une Turquie débarrassée du terrorisme. Les généraux indiens et pakistanais doivent s'entretenir aujourd'hui de la situation à leurs frontières où le calme est revenu après la confrontation militaire la plus grave entre les deux puissances nucléaires depuis 2 décennies. Pour la première fois depuis plusieurs nuits, l'armée indienne n'a fait état d'aucun incendie significatif le long de la ligne de contrôle qui sépare la région contestée du Cachemire entre les deux pays. La semaine dernière, l'Inde et le Pakistan se sont retrouvés au seuil d'une nouvelle guerre ouverte, échangeant les attaques des drones, les tirs d'artillerie et les frappes de missiles sur leur sol. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a eu 2 appels téléphoniques avec ses homologues du sultanat d'Oman, Badr El Boussaïdi, et d'Iran, Abbas Araghchi. Abdelati a discuté lors de 2 appels téléphoniques de l'évolution de la situation régionale, notamment du 4e round de négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier nucléaire que Mascate a accueilli hier, où il a été informé des derniers développements des discussions entre les deux parties. Abdelati a salué l'engagement des parties américaines et iraniennes à poursuivre la voie diplomatique et les efforts de médiation omanais dans ce contexte, réitérant le plan soutien de l'Égypte aux initiatives visant à parvenir à des solutions pacifiques par le dialogue et les voies diplomatiques. Les États-Unis et l'Iran ont achevé ce dimanche à Mascate un 4e cycle de négociations sur le nucléaire sans annoncer de percée, mais en affichant un optimisme prudent. Les détails. Dans un contexte d'opposition croissante des États-Unis à l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'émissaire pour le Moyen-Orient Steve Witkoff ont eu une nouvelle série de discussions via le médiateur omanais. Celle-ci est intervenue avant une tournée au Moyen-Orient du président américain Donald Trump qui le conduira en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis du 13 au 16 mai. Araghchi, qui doit se rendre lundi aux Émirats, a dit que les négociations ont été beaucoup plus sérieuses et explicites que les 3 cycles précédents et elles avancent. Il a affirmé que son pays continuerait à enrichir l'uranium et qu'il n'y avait pas de place pour un compromis à ce sujet. Mais il a souligné que l'Iran pourrait être ouvert à limiter le taux d'enrichissement pour aider à instaurer la confiance. Lancé le 12 avril, les pourparlers visent à conclure un nouvel accord censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, une ambition que Téhéran a toujours niée en échange d'une levée des sanctions qui paralyse l'économie iranienne. L'Iran enrichit actuellement l'uranium à 60%, bien au-delà de la limite de 3,67% fixée par l'accord nucléaire de 2015, alors qu'un taux de 90% est nécessaire pour un usage militaire. Ces stocks de matières fissiles inquiètent les puissances occidentales. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays clés européens se retrouvent lundi à Londres pour des discussions capitales sur l'Ukraine, 2 jours après l'ultimatum adressé par les alliés de Kiev à Moscou pour accepter un cessez-le-feu. Les détails. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays européens se retrouvent lundi à Londres pour des discussions capitales sur l'Ukraine. Autour du chef de la diplomatie britannique, David Lammy, seront présents à Lancaster House ses homologues allemands, polonais et espagnols. Le chef de la diplomatie britannique s'est entretenu dimanche avec son homologue américain, Marco Rubio, qui lui a assuré que la priorité numéro 1 de Washington est d'obtenir une fin des combats et un cessez-le-feu immédiat, selon la porte-parole de ce dernier.
Côté français, on entend notamment insister lors de la réunion sur la nécessité de maintenir et d'accroître la pression sur la Russie, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. L'Ukraine et ses alliés européens, de concert avec les États-Unis, ont adressé un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours à partir de ce lundi, faute de quoi la Russie s'exposerait à de nouvelles sanctions massives. Sans répondre directement à l'ultimatum des alliés de Kiev, le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à des négociations sans aucune condition préalable et a proposé de les entamer dès jeudi à Istanbul. Du coup, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a invité dimanche Poutine à le rencontrer personnellement jeudi à Istanbul. Le président américain Donald Trump a lui exhorté dimanche l'Ukraine et la Russie à se rencontrer immédiatement sans attendre le cessez-le-feu. La polémique a enflé aux États-Unis autour d'un avion en passe d'être offert pour l'usage officiel de Donald Trump, un cadeau qui, selon les médias américains, provient du Qatar. L'affaire porte sur un Boeing 747-8 Jumbo estimé à 400 millions de dollars par les experts que la chaîne ABC News a qualifié de Palace dans le ciel, offert par la famille royale qatari. Ce cadeau pose la question de potentiels conflits d'intérêts, d'autant que la Constitution américaine interdit aux dépositaires de l'autorité publique d'accepter des cadeaux de la part d'un roi ou d'un prince d'un État étranger. Il pourrait s'agir du bien les plus onéreux jamais offert au gouvernement des États-Unis. Mesdames et messieurs, merci. Fin de notre journal et à tout à l'heure.